L'Amérique dans les années 20, c'était l'époque du jazz. C'était l'époque du ragtime. Al Johnson réalisait le premier film parlant, Le chanteur de jazz, avec des acteurs peints en noir. C'était les flamboyantes années 20, le Charleston et la bourse qui continuent à grimper. Et bien sûr, il y avait le Savoy Ballroom à Chicago, une salle de danse. Un endroit fou où les Harlem Globetrotters sont nés. Ah oui, je les connais, les Harlem Globetrotters. Je les connais très bien même. C'est une équipe de hockey, ouais. Une équipe du Canada. When you first get in there, everybody's like excited, you know. Well, ladies and gentlemen, this should be the game. Yes, that was that cat, all right. Hi. Bonjour, je suis Louis Gossett Jr. Nous allons vous raconter l'histoire d'un des groupes d'athlètes les plus incroyables à se produire en public, les Harlem Globetrotters. Ceci est leur histoire, une histoire de persévérance, de croyance en eux et en leur capacité, leur habileté quoi qu'il arrive. C'est l'histoire de ce qu'il est possible d'accomplir dans notre pays. Les Harlem Globetrotters sont devenus une véritable institution américaine, notre institution, en raison de la joie, des rires et des habiletés qu'ils ont apportées à des millions de gens partout dans le monde, pendant plus de 60 ans. 6 décennies de magie, toutes basées sur un rêve. Rejoignez-moi pour découvrir comment ce rêve est devenu l'histoire des Harlem Globetrotters. Premièrement, les Harlem Globetrotters n'étaient pas de Harlem. Ils étaient de Chicago, tous. Ils n'étaient pas non plus des Globetrotters, puisqu'il leur a pris plus de 20 ans pour jouer en dehors des États-Unis. C'était juste une idée au départ de ce petit homme, Ab Saperstein, 1,60 m, qui a tout fait démarrer. Il les a appelés Harlem parce qu'il voulait que tout le monde sache qu'ils étaient noirs.
Il croyait dans les facultés des athlètes noirs. Et les Noirs étaient uniques puisque toutes les ligues professionnelles étaient blanches. Et il les appela Globetrotters de manière à ce que le monde entier pense qu'ils avaient joué partout à travers la planète. C'était une sorte de promotion de départ. Leur premier rendez-vous fut à Hinckley, dans l'Illinois, pour 75 $. Chaque joueur a reçu 10 $ et 20 $ pour Ab. Ces gars-là ne pouvaient même pas être recensés auprès des bookers de Chicago au début. Les Globetrotters, ça leur a pris 20 ans pour aller de Hinckley dans l'Illinois à Londres, Angleterre. Le rêve d'être des Globetrotters est un rêve qui a vu le jour dans les rues de Chicago. C'est là où Ab eut pour la première fois ce projet pour les Globetrotters. Dans un hall de danse aux États-Unis dans les années 20. Les joueurs se sont produits dans les halls de danse simplement comme des chanteurs, comédiens ou danseurs. Le sol était alors transformé en terrain de basket. À la mi-temps, on m'installait le piano au milieu du terrain. Et là, je commençais à chanter des chansons pour le public. Et puis on enchaînait toujours avec Minnie the Mutcher. Et je réussissais toujours à les faire chanter tous. Le public du Savoy pour les matchs était un public qui voulait perpétuellement être surchauffé. C'est ce qu'on faisait et il adorait ça. Abe fut engagé pour coacher le Savoy Big Five. Et après un moment, 3 des joueurs décidèrent de partir, estimant qu'ils ne gagnaient pas assez d'argent. Ils voulaient leur propre équipe. Ab, bien sûr, voulait lui aussi sa propre équipe. C'était une raison pour garder Ab avec eux. C'était un athlète. À l'université, il avait joué au basket, au baseball et fait de l'athlétisme. Il mesurait 1,60 m. C'était un gamin qui avait grandi dans les quartiers allemands et irlandais. Il était dur, il était obligé de l'être, et les joueurs le savaient. Au Savoy, Ab regardait les grands garçons évoluer avec le ballon. Il les avait vus jouer dans les rues de Chicago et avait été ébahi par leur habileté. Bien que les ligues pro n'en voulaient pas, parce qu'ils étaient noirs, il pensait quand même pouvoir créer sa propre équipe après avoir vu les réactions de la foule. Abe était un rêveur. Son rêve était de posséder une équipe pro. Ce rêve ne cessa jamais. Il devait prouver qu'il avait raison et dut le prouver à beaucoup de monde, y compris son équipe. C'était peut-être leur rêve également. Quoi qu'il en soit, leurs débuts ne furent pas un rêve, mais la réalité. Et une réalité qui avait pu briser n'importe quoi, sauf Ab Saperstein et les Harlem Globetrotters. 5 joueurs et un coach, voyageant dans une Ford T à travers des petites villes de l'Ouest. Des villes qui n'avaient jamais entendu parler d'eux et qui souvent n'en voulaient pas. Ils voyagèrent pendant l'hiver, durant la saison de basket, et ils ne faisaient pas d'argent, juste assez pour manger parfois, mais ils jouaient. Ils jouaient, jusqu'à ce qu'ils gagnent et que les gens commencent à les connaître. Plusieurs fois, l'équipe a dû passer la nuit dans la voiture. Les hôtels locaux ne les auraient pas acceptés. Ils mouraient presque de froid dans cette voiture. Ils n'avaient pas de chauffage. Ils devaient dormir ensemble sur les banquettes, 3 derrière, 2 devant. Ils dormaient quelques heures jusqu'à ce qu'ils doivent se lever pour gagner l'étape suivante. Une fois, dans le Dakota du Nord, il faisait environ moins 20 degrés. Ils n'arrivaient pas à trouver une place pour dormir. Alors ils trouvèrent un vieux couple de Noirs qui les laissa dormir sur le parquet dans leur maison. Une autre nuit dans le Montana, alors que leur voiture ne pouvait plus traverser la tempête, ils dormirent avec des moutons dans une grange, afin de se tenir chaud. Et c'était encore une bonne époque, la crise n'avait pas encore frappé. La première équipe ne comportait que 5 joueurs, c'était tout ce qu'Ab pouvait se permettre. Toutes les autres équipes avaient 12 joueurs ou plus. Soir après soir, ils jouaient. Pas de repos, pas de remplaçants. Occasionnellement, Ab prenait part au jeu, mais ce n'était pas bon parce que le public voulait voir des joueurs noirs. Alors qu'il ne voulait pas les laisser s'installer dans leur hôtel et manger à leur restaurant, il voulait par contre les voir jouer. Les joueurs restèrent avec lui contre vents et marées.
Mais pourtant, il faut que je vous dise quelque chose. C'était au début des années 30, c'était l'époque de la crise, et il ne faut pas oublier qu'à cette époque, un billet de $1, c'était vraiment beaucoup d'argent. Bon, c'était très difficile de trouver du boulot, et n'importe quelle occasion qui vous permettait de rapporter $15 ou plus par semaine, eh bien, c'était une occasion sur laquelle il fallait absolument sauter. Donc l'avenir des joueurs, si on pouvait l'appeler ainsi, cet avenir résidait dans l'extension des Harlem Globetrotters. De sorte, la paye de l'équipe pourrait augmenter en même temps qu'elle, et c'est ce qui s'est passé. Abe continua à demander aux joueurs comment trouver du repos. Ils lui ont répondu que le meilleur moyen était de trouver des joueurs supplémentaires, ce qui était impossible. Il n'y avait pas assez d'argent pour d'autres joueurs. Abe a même dû trouver un second travail chez un fleuriste afin de pouvoir garder l'équipe en vie. Puis, la solution vient une nuit en Iowa. Il gelait et les gars avaient des réchauds au bord du terrain. Et l'un des joueurs, un nommé William Kidd Oliver, lança un cri perçant et commença à courir au travers du terrain avec son short en flammes. Il semble que William s'était appuyé sur l'un des réchauds. Son short prenait feu et il traversait tout le terrain en ignorant complètement la partie. Eh bien, la foule a adoré. Et les joueurs aussi. Ils ont même eu quelques minutes de repos pendant que l'un d'entre eux brûlait sur le terrain. Abe savait que le public accepterait que les Harlem Globetrotters fassent les idiots, à condition d'être drôles. Les gens ne pensaient pas que la fumée provenant du short de William Kidd Oliver était réelle, bien sûr. La vraie solution vient une nuit, pendant le match, lorsque l'un des joueurs driblait. L'équipe adverse essayait par tous les moyens de lui ôter la balle. Bien sûr, le joueur voulait garder le ballon et commençait une petite exhibition de dribble. Les autres Harlem Globetrotters étaient devenus inutiles, ils quittèrent le terrain pour aller s'asseoir sur la banquette. Le dribbleur resta donc seul sur le terrain avec toute l'équipe adverse essayant de lui prendre le ballon. Le public adora le voir jouer seul contre tous. C'est devenu le premier classique des Harlem Globetrotters. En fait, tous les numéros que les Harlem ont créés à leur début venaient du fait qu'ils avaient besoin de repos durant la partie. C'est dur à dire, quand on regarde en arrière, si ces années de crise furent terribles ou merveilleuses. Une fois, dans le Montana, ils jouèrent dans une piscine vide où les joueurs devaient monter d'un côté et descendre de l'autre. Une autre fois, dans le Montana, un joueur du nom de Lester Johnson fut bousculé et passa au travers d'une fenêtre d'une grange de 2 étages et atterrit dans une meule de foin. En 1938, la crise touchait à sa fin et les Harlem Globetrotters avaient eu une saison pleine de victoires. Ils avaient maintenant 7 joueurs et une voiture un peu plus grande. L'équipe gagnait maintenant et même s'ils se voyaient toujours refuser l'entrée des bars et des hôtels, ils commençaient à se faire un nom et à gagner de l'argent. Abe était toujours avec eux et il croyait encore plus fort à leur chance de réussir. C'est ce qu'ils voulaient et c'est ce qu'ils étaient déterminés à avoir. C'était à cause de leur nouvelle réputation que les Harlem Globetrotters devaient payer encore plus pour gagner. Aucune équipe ne baissait les bras juste parce que les Harlem Globetrotters étaient en ville. Il y avait beaucoup d'équipes ici en Amérique qui auraient voulu battre les Harlem Globetrotters. Mais le niveau de cette équipe noire était trop élevé pour ses rivaux. Durant la saison 38-39, les Harlem Globetrotters gagnèrent 138 matchs pour en perdre seulement 4. Ce record fut établi malgré des conditions de jeu extrêmement difficiles. Cette équipe particulière possédait quelques-uns des légendaires joueurs Globetrotters. Au début des années 40, si vous vouliez voir le basketball s'élever en véritable forme d'art, vous deviez regarder les Harlem Globetrotters. Ils devinrent alors les magiciens du basket. Toutes les actions spectaculaires que l'on voit de nos jours en NBA, les dunks, les passes, les dribbles, tout a commencé par les Harlem Globetrotters.
Sur leur route à travers les États-Unis, les Harlem se rendaient compte qu'ils n'avaient pas de concurrence. La plupart du temps, ils devaient s'arranger pour essayer de ne pas humilier leurs adversaires afin de pouvoir être à nouveau invités l'année suivante. Par conséquent, ils commencèrent à privilégier de plus en plus le spectacle plutôt que de pratiquer un basket sérieux. Au début, leur numéro venait du fait que les joueurs devaient se reposer. Désormais, cela leur était nécessaire pour éviter d'embarrasser leurs adversaires. Pourtant, on pourrait croire que ça les aurait gênés encore plus de les battre tout en rigolant. Mais quoi qu'il en soit, ça plaisait au public. En 1939, les Harlem Globetrotters rejoignaient le championnat du monde de basket pour la première fois. Ils triomphèrent de toutes les équipes qu'ils avaient rencontrées jusqu'à la finale où ils furent vaincus par les Wrens de New York. Mais en 1940, ils eurent leur revanche à Chicago, là où ils avaient débuté. Ils devinrent les champions du monde de basket. Babe Presley, Sonny Boswell, Hilary Brown, Ingeman Jackson, Ted Strong et Bernie Price composaient cette équipe. En 1942, Saperstein signa un joueur qui allait devenir une star internationale et avoir un impact énorme sur l'avenir de l'équipe. Goose Tatum. Son surnom venait du football américain où il avait l'habitude de courir au fond du terrain pour attraper de longues passes et le public s'écriait « Regardez cet oiseau voler !» Avec sa taille, 2,13 m et son agilité, il était fait pour le basket. Goose devint l'attraction. C'était lui qui faisait presque tout le spectacle. Goose est Goose, il était unique. Il avait des bras qui n'en finissaient pas et il mettait toujours des blousons 2 fois trop petits pour bien montrer ses longs bras. Et il avait aussi des mains énormes et avec ses mains il arrivait à lancer des balles à effet. Je pense que s'il fallait donner un nom au meilleur comédien du basket de tous les temps, ce serait certainement Goose Tatum. Quand il en avait le temps, Tatum se rendait dans les cirques pour observer les grands clowns et en tirer des idées. Il prenait l'art d'être drôle très au sérieux. Ses numéros sont devenus une légende. Son exploit le plus célèbre se passa à Marseille, en France. Après avoir été durement bousculé par un adversaire, Goose vint s'asseoir sur le banc de touche pour récupérer un peu avant d'effectuer son lancer franc. Il se saisit d'une balle sous le banc, se mit en position de lancer, et au lieu de lancer, croqua un morceau du ballon, le mâcha et le recracha, puis croqua à nouveau. Tout le monde le regardait, subjugué. En fait, il avait demandé à un boulanger du coin de lui confectionner un pain en forme de ballon. C'était ça, Goose Tatum. Mais la Seconde Guerre mondiale prenait de plus en plus d'ampleur et Goose, comme la plupart des autres Harlem Globetrotters, partirent servir leur pays. Seuls Bernie Price et Babe Presley restèrent durant les 4 ans, alors que 5 des 7 joueurs allèrent au front. La guerre produisit le premier et aussi le dernier joueur blanc à jamais jouer pour les Harlem Globetrotters. Pendant la guerre, Abe organisait des sortes de sélections et invitait les meilleurs joueurs du pays, qu'ils fussent noirs ou blancs. Bob Carsten était l'un d'entre eux et signa pour les Harlem en 1942. Ce qui était incroyable chez Carstens, c'est qu'en plus d'être agile, il avait du flair, le sens du spectacle et de la créativité. Il créa leur plus fameux numéro, le cercle d'échauffement magique, ainsi que la bonne vieille balle magique, un ballon de basket constitué d'un poids excentré qui rebondissait dans n'importe quelle direction. Carsten resta 1 an et demi au sein de l'équipe avant que Goose Tatum ne revienne de ses obligations militaires. À la fin de la guerre, alors que les Harlem faisaient la tournée des bases militaires et jouaient à Honolulu, un nouveau groupe de fans fit son apparition, l'armée. Pendant la guerre, les Harlem jouèrent 4 matchs en une seule journée. Ils avaient conclu un accord avec la marine américaine et en respectant cet accord, ils établirent un record encore inégalé pour le plus grand nombre de matchs effectués en un jour par une équipe professionnelle.
Après la guerre, plusieurs nouveaux joueurs vinrent se greffer à une équipe qui, littéralement, devait devenir la meilleure équipe au monde. Non seulement ils battaient tout le monde au niveau du jeu pur, mais en plus ils s'amusaient en même temps. Sweetwater Clifton, un véritable géant qui devait plus tard devenir la star des Knicks de New York. Il rejoignit l'équipe. Sweetwater adorait le soda, d'où ce surnom. L'un de ces joueurs devint également une véritable légende du basket. C'est Marcus Hens, le meilleur dribbleur de tous les temps. Il y a eu beaucoup de très bons manieurs de ballon dans l'histoire du basket, mais Marcus, lui, c'était la classe même. Et ce que Marcus faisait à l'époque, eh bien, il n'y a personne, même aujourd'hui, personne qui pourrait s'approcher de ce qu'il faisait en ce temps-là. Quand vous imposez un double marquage sur un bon dribbleur, généralement vous arrivez à le stopper. Mais il fallait une équipe entière pour marquer Hens, et parfois même cela ne suffisait pas. Observez comme les autres joueurs restent statiques pendant qu'ils dribblent. Marcus Hens pouvait faire des choses avec un ballon que personne n'aurait même jamais pensé faire. Il pouvait le faire rebondir entre les jambes d'un défenseur et le récupérer, le tout dans un mouvement très coulé. Il pouvait dribbler sur un genou, voire deux. Voici un homme qui pouvait glisser sur les genoux sur toute la longueur du terrain, tout en gardant le contrôle de la balle. Il débuta au sein des Harlem Globetrotters en 1946 et arrêta en 1953, après un désaccord avec Saperstein, qui avait vendu son contrat aux Warriors de Philadelphie en NBA. En fait, l'idée de Saperstein était de le faire jouer pour les Warriors et de le réintégrer au sein de l'équipe une fois la saison NBA terminée. Ayant eu l'impression d'être mal considéré, Hens s'en alla et décida de former sa propre équipe, les Fabulous Magicians, mais 19 ans plus tard, il rejouait pour les Harlem. En 1947, les Harlem Globetrotters attiraient un large public et gagnaient beaucoup d'argent. Après 20 ans de dur labeur, il n'y avait aucun doute qu'ils avaient fait leurs preuves. Cependant, en raison de leur si magré, beaucoup d'amateurs de basket ne croyaient pas dans le sérieux de leur jeu. Quel serait le résultat, disait-il, s'ils devaient affronter les Lakers de Minneapolis et ses légendaires George Mikan et Jim Pollard? Pour prouver une fois pour toutes les capacités des Harlem Globetrotters, une rencontre fut organisée contre les Lakers. Près de 17 000 spectateurs vinrent au Chicago Stadium en ce mois de février 1948 pour admirer ces deux super équipes. Avec un score de 59 partout juste avant la fin du match, Irma Robinson, avec un lancer de près de 20 mètres, donna la victoire aux Harlem à la toute dernière seconde. Les Harlem Globetrotters venaient de prouver au monde entier qu'ils étaient effectivement les meilleurs. Abe Saperstein obtenait finalement ce qu'il voulait depuis le début, l'équipe la plus forte du monde. Si rien ne pouvait le prouver, cette victoire l'avait fait. Cette équipe n'était pas seulement une bande de joueurs, c'était une équipe qui avait battu le meilleur de ce que la NBA pouvait offrir. Ils étaient réellement les champions du monde. Durant le printemps 1950, débutèrent leur première série mondiale de basket, jouant contre les meilleures universités américaines. Le basketball était devenu un sport majeur et les parties étaient rudes. Durant la première série, ils obtinrent 11 victoires contre 7 défaites et croyez-moi, il y avait de la concurrence. Les Harlem ne pouvaient plus se permettre de plaisanter. À la fin des premières séries, Harrison fut nommé le meilleur joueur américain, tandis que Hens recevait la même distinction pour les Globetrotters. Mais un autre événement important marqua l'année 50. Un événement lourd de conséquences.
3 ans après que les Dodgers aient brisé la barrière des couleurs avec Jackie Robinson, la NBA accepta finalement qu'un joueur noir évolue au sein de la Ligue. Et le premier joueur noir à jouer pour la NBA était Sweetwater Clifton, issu des Harlem Globetrotters. En fait, les Celtics étaient les premiers à avoir sélectionné un joueur noir dans leur équipe, mais comme les Knicks débutèrent la saison un soir auparavant, Sweetwater Clifton fut le premier noir à jouer en NBA. Et dans la même formidable année 1950, 2 événements majeurs se produisirent. Une chanson intitulée « Sweet Georgia Brown », qu'un ami de Abe avait entendue sur un jukebox, devint pour toujours le signe de reconnaissance des Harlem Globetrotters. Beaucoup de gens, dans le spectacle et pas seulement dans le sport, ont une chanson d'équipe. Ici, vous aviez à la fois le sport et le spectacle, et les gens se ruaient dans l'arène. Ils s'assoyaient avec leurs cacahuètes, leurs pop-corn, leurs boissons, en attendant que ça démarre. Et puis les lumières s'allumaient à fond, et soudainement, il y avait un changement. Il y avait de l'électricité dans l'air, et tout d'un coup, on entendait « ta-ta-ta ». Là, tu sais que ça va commencer, c'est le moment que tu as tant attendu. Yes, that was that cat, all right. De plus, afin de vraiment lancer les Harlem Globetrotters, Abe décida qu'ils se devaient être réellement ce que leur nom signifiait. Il leur fallait commencer à voyager. Donc, après avoir été appelés pendant 23 ans les Globetrotters, ils devinrent vraiment des Globetrotters, toujours accompagnés de leur chanson Sweet Georgia Brown. Envers et contre tous, Abe organisa une tournée dans 3 endroits qui ne connaissaient presque rien au basketball. L'Europe de l'Ouest, l'Angleterre et l'Afrique du Nord. En Angleterre, ils appellent ce sport netball, un jeu pratiqué par les filles. En Europe de l'Ouest, il est peu pratiqué, le sport de prédilection est plutôt le football. L'Afrique du Nord, vous plaisantez, monsieur Saperstein, lui demandèrent ses conseillers. Mais ils partirent tout de même. Arrivés à Londres, pas un reporter n'était là pour les accueillir. Aucune mention dans les pages sportives, c'était un zéro pointé. Mais attendez un peu, les Harlem Globetrotters n'étaient pas une équipe ordinaire. Durant le premier match, un commentateur racontait à la foule ce qui se passait. Après quelques instants, le public anglais, de plus en plus enthousiaste, commença à huer le commentateur parce qu'il voulait que rien ne ralentisse le jeu. Obviously a signal for something or other. What is in the bucket, I wonder? Oh, there we go. Orders in the dressing room, he's back with another one. Ce n'était pas un match de basket ordinaire, même pas un événement sportif ordinaire. Ces petits gars noirs, vous savez, c'est magique ce qu'ils font. Ils arrivent avec leurs ballons, ils dribblent, ils se font des passes, ils sautent les uns par-dessus les autres. Vous savez, c'est vraiment la chose la plus folle que vous ayez jamais vue. Je veux dire, c'est comme danser ou autre chose. Le public londonien commençait à raffoler des Globetrotters. On pouvait observer les mêmes réactions de la part des Européens.
Il n'avait jamais vu d'équipe aussi talentueuse. L'Afrique du Nord, l'étape suivante, allait également les porter en triomphe. Really famous for. Gary Neal. Beautiful basket. Rose was always with me in Europe. Rose était toujours avec moi en Europe et j'en avais besoin. That was sort of like teamwork. C'est comme un travail d'équipe, vous savez. Avoir ma femme ici à mes côtés, pendant que je joue, répondre aux demandes des admirateurs qui eux-mêmes peuvent vous apporter des choses en retour. Très souvent, on œuvrait pour des organismes de charité. C'est ce que j'aime avec les Harlem Globetrotters. On était toujours prêt à donner, à donner. Lorsqu'ils sont retournés aux États-Unis, les Harlem Globetrotters ont fait 73 apparitions et à chaque fois, c'était un gros succès. C'était le début d'un pèlerinage annuel. Plus tard, dans la même année, ils jouèrent devant 50 000 spectateurs à Rio de Janeiro. C'était leur première tournée sud-américaine et le magazine Newsweek qualifia leur spectacle de mélange de classe et de comédie. Lors de leur seconde tournée européenne en 1951, ils jouèrent devant le plus large public à jamais avoir assisté à un match de basket. Cela se passait dans le stade olympique de Berlin devant 75 000 personnes. C'était dans le même stade que 15 ans auparavant, les nazis avaient mis en scène les Jeux olympiques de 1936. Hitler nous regardait comme des sous-hommes. Et quand Jesse Owens remporta ses médailles d'or, il sortit du stade plutôt que de féliciter l'athlète américain. Mais en ce jour d'été 1951, un hélicoptère de l'armée atterrit sur le terrain et Jesse Owens en sortit. Après avoir fait le tour du terrain, le maire de Berlin-Ouest félicita Owens en lui disant « Il y a 15 ans sur ce terrain, Hitler a refusé de vous donner la main. Aujourd'hui, je vous donne les deux miennes. » La foule se leva, les applaudissements furent longs et soutenus. Les Harlem Globetrotters étaient devenus plus qu'une institution américaine, ils avaient une carrière mondiale. Le plus petit nombre de spectateurs qu'aient jamais enregistré les Harlem Globetrotters fut un seul, en 1952, quand le pape Pie XII les a reçus en audience privée. Il assista au spectacle de 5 des Harlem, alors que Abe chantait Sweet Georgia Brown avec les autres joueurs. À Tokyo, 2 millions de personnes les accueillirent sous un tonnerre d'applaudissements. Le spectacle du soir fut même ouvert par le frère de l'empereur Hirohito. Au total, pour l'année 52, ils visitèrent 58 villes et jouèrent devant plus d'1 million de spectateurs. Durant la même année 52, Meadow George Lemon III, qui devait devenir plus connu sous le nom de Meadow Lark Lemon, vit les Harlem Globetrotters pour la première fois lors d'une exhibition à Raleigh, en Caroline du Nord. Marcus Hens, qui à l'époque était responsable de l'équipe, donna à Lemon l'occasion d'endosser l'uniforme des Harlem. Depuis ce jour, Meadow Lark Lemons rêve de faire partie de l'équipe. Je suis dans la ligne de présentation avec tous les gens dont j'ai rêvé. J'ai regardé Goose Tatum, comment il bougeait. J'ai regardé aussi Sweetwater Clifton avec ses grandes mains. Alors je suis dans cette ligne, prêt à être présenté au public. Et là, ils annoncent Meadow Lemon de la Caroline du Nord. Ils ont dû faire sortir des gens du bâtiment pour le soutenir parce que les gens applaudissaient tellement fort que le bâtiment commençait à pencher. Lorsque je me suis avancé, ça a duré approximativement 10 minutes. Il est venu au bon moment. L'équipe avait aussi pour but de divertir et il était parfait pour ça. Ce n'était pas un aussi bon joueur que Goose Tatum ou Marcus Hens, auquel pourtant on le compare toujours. Mais Meadow Lark était plein d'enthousiasme et il travaillait très dur pour être un clown, un amuseur, un enchanteur du public. Lemon était un homme généreux avec un visage sensible qui en faisait un véritable artiste. Il avait une forte voix qu'il utilisait à la perfection. On pouvait l'entendre d'un bout à l'autre de la salle quand il parlait constamment durant le match.
Oui, je dois vous dire que Meadowlark était l'un de mes favoris. Être dans le cercle magique avec Meadowlark était un privilège. À cette époque, il comptait sur 10 joueurs pour l'équipe et tout le monde voulait faire partie du cercle magique qui ne pouvait comporter que 5 joueurs. Donc en fait, ce que je devais faire, c'était de m'entraîner à réaliser au moins 5 ou 6 numéros pour me faire remarquer. Alors je regardais ce que les autres faisaient et j'essayais de toujours faire mieux. J'ai dû m'entraîner dur pour intégrer le cercle, mais une fois que tu y es et que tu t'y es établi, bien c'est difficile pour toi d'en sortir. Il était aimé du public, et particulièrement des enfants. Sur le terrain, il était toujours dispo et avait toujours le cœur sur la main. Il ne refusait jamais un autographe, et les gamins adoraient ça. Il était leur favori. Il y a eu beaucoup d'autres artistes chez les Harlem Globetrotters, mais lorsque l'on parle des vrais grands clowns, Goose Tatum et Meadowlark Lemon sont toujours cités en premier. Même s'ils sont passés à la télévision de nombreuses fois, c'est une équipe qui est plus connue pour ses exhibitions en live à travers l'Amérique. Et leurs récompenses furent les larges applaudissements, les rires et les sourires de leurs plus fidèles admirateurs, les enfants. Goose Tatum a toujours été un homme imprévisible. Autant il était flamboyant sur le terrain, autant il était calme en dehors. C'était un grand solitaire et l'équipe respectait sa vie privée. Il disparaissait sans aucune raison, ratait les avions et faisait des choses étranges. En mars 1955, Goose rata un avion et ne revint jamais. Il monta sa propre équipe, les Harlem Road Kings. En dépit d'un succès initial, la malchance et des problèmes d'argent le poursuivirent pour le restant de sa vie. Malade et sérieusement endetté, le clown magnifique poussa son dernier soupir le 18 janvier 1967. Le grand Goose était parti, mais il reste solidement ancré dans les mémoires des millions de fans qu'il avait. Et dans leur cœur, il restera immortel. Au milieu des années 50, les Globetrotters représentaient l'Amérique de plusieurs façons. En 1956, l'équipe débarqua à Lima, au Pérou, au beau milieu d'une guerre civile. Ils devaient rester à l'aéroport pour leur sécurité, mais quand tout le monde apprit que les Harlem Globetrotters étaient dans la ville, les factions ennemies demandèrent un cessez-le-feu de 4 jours pour les regarder jouer et reprendre la guerre après. Les Harlem Globetrotters jouaient désormais 7 soirs par semaine à travers toute l'Amérique. Et pas même ce retour à la guerre ne pouvait empêcher les Globetrotters d'étaler leur joie autant que possible. En 1957 et 1958, l'équipe effectua même des tournées de bienfaisance sur les bases de l'Air Force durant la semaine de Noël, sans aucun profit pour les Globetrotters. Dans le même état d'esprit, ils visitaient non seulement des bases, mais aussi des navires de guerre. Ils jouaient pour les troupes, quelle que soit la difficulté et les conditions météorologiques. Les Harlem Globetrotters étaient certainement composés d'athlètes formidables, mais le meilleur est une légende de son époque, c'était Wilt Chamberlain. Abe surenchérit la NBA pour l'obtenir. C'était simplement le géant que Abe voulait. Non seulement Chamberlain était immense, mais en plus c'était un très bon joueur. Personne ne pouvait l'arrêter. Un soir, il marqua 100 points en NBA contre les Knicks. C'est le seul joueur à avoir atteint la barre des 100 points. Durant les 12 années qu'il a passées en NBA, je ne pense pas que quelqu'un ait pu l'approcher. Je sais que certains de ses records ont été battus, mais par des joueurs qui ont joué plus longtemps que lui.
Mais Wilt, même aujourd'hui, a inscrit plus de records que quiconque. Personne n'a pu approcher, même avec le lancer à 3 points, du score de 100 points en un match. Wilt disait que l'année où il jouait avec les Harlem Globetrotters fut l'année la plus heureuse de sa vie. Chamberlain souligna une fois que certains des numéros que l'on faisait n'étaient rien d'autre qu'une occasion de monter dans les tribunes, de rencontrer une jolie fille et d'obtenir son numéro de téléphone. Quand cela arrivait, un joueur disait « Est-ce que tu as déjà envoyé le ballon sur cette fille ?» en se référant au numéro de téléphone. Après être devenu une grosse pointure en NBA, Wilt rejoignit quelquefois les Harlem Globetrotters lors des tournées d'été. Durant l'année où Chamberlain faisait partie de l'équipe, les Harlem Globetrotters furent invités à Moscou par le gouvernement russe. Ils jouèrent 10 matchs dans la semaine et organisèrent quelques cours pour les enfants russes. Ils rencontrèrent Nikita Khrouchtchev, et cette rencontre fit la une de tous les journaux du monde entier, alors que la guerre froide était à son paroxysme. En fait, Khrouchtchev essaya d'utiliser leur visite comme un outil de propagande en affirmant la situation critique des Noirs dans une Amérique sectaire. Quand les Harlem Globetrotters retournèrent aux États-Unis, ils furent accueillis par les caméras des journaux télévisés pour prouver que les remarques de Khrouchtchev n'étaient qu'une partie du grand mensonge communiste. Mais la triste réalité était qu'il y avait du vrai dans ces paroles. En dépit de leur succès, ici et à travers le monde, les Harlem Globetrotters devaient encore faire face au racisme, particulièrement dans le Sud. Souvent, ils ne pouvaient s'établir dans les hôtels décents, et dans les petites villes, il n'y avait pas d'hôtel pour les Noirs. Ils devaient encore loger dans des maisons privées. Pour démontrer les distinctions faites à l'époque, quelquefois dans ces petites villes, il fallait jouer 2 fois le même match. Une fois pour les Blancs, une fois pour les Noirs. Les joueurs, bien sûr, refusaient ce principe. À une époque où le mouvement pour les droits civiques se mettait en marche, ils refusèrent de jouer en Alabama, dans le Mississippi et en Géorgie pendant plusieurs années. À Jacksonville, en Floride, ils demandèrent à être placés dans un hôtel pour les Blancs. Ils le furent. L'année suivante, ils mangèrent également dans la salle à manger de l'hôtel. C'était un détail, mais les Harlem Globetrotters continuaient à mettre la pression comme d'habitude. Non seulement pour leur succès, mais aussi pour leur dignité d'homme. Et c'est cette dignité qui leur permit de surmonter les obstacles posés par les racistes. En raison de leur succès en Russie, le département d'État demandait aux Harlem Globetrotters d'aller une nouvelle fois au-delà du rideau de fer pour visiter la Pologne, la Hongrie et la Roumanie. Concentrate on the man in the middle. Fantastic fun starring the Harlem Globetrotters. How about that? Après que les Globetrotters aient joué leur dernier match contre les équipes universitaires, Abe voulut que l'équipe soit reconnue en NBA. Malgré qu'ils aient battu toutes les équipes de la Ligue, les Harlem Globetrotters ne firent jamais officiellement partie de la NBA. La NBA n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Des fois, on devait jouer sur le programme de la NBA parce qu'à l'époque, c'était moins rigoureux. On jouait notre match et les équipes qui étaient supposées jouer le faisaient après nous. La plupart du temps, les équipes arrivaient et si elles jouaient après, eh bien avant, elles nous regardaient évoluer. L'Amérique des années 60 était pleine de changements. Le mouvement pour les droits civiques prenait forme pour repousser les barrières racistes aux États-Unis, et plus particulièrement dans le Sud. Les Globetrotters, avec toute leur habileté, n'étaient pas des dieux. Après tout, ils étaient des hommes avec des sentiments humains. Ayant voyagé aux 4 coins de l'Amérique, ils avaient, mieux que quiconque, ressenti le cinglant coup de fouet de la ségrégation. Ils n'étaient peut-être pas en première ligne lors des marches de mouvement pour les droits civiques, mais à leur façon, en apportant de la joie et pas de ressentiment, ils ont forcé l'Amérique à les respecter en tant qu'hommes, et pour cela, ils méritent notre respect. En ces temps agités, l'homme qui depuis 40 ans avait rêvé d'avoir une équipe pro, l'homme qui avait été le fondateur des Harlem Globetrotters,
Leur propriétaire, leur coach et leur promoteur, celui dont la vie entière avait été consacrée à ces athlètes noirs, tomba sérieusement malade et mourut. Abe voulait absolument voir cette partie à Long Beach pour une raison que j'ignore. Je l'ai emmené, lui et sa femme Sylvia, à Long Beach. Il était tellement faible que je devais presque le porter. Il ne voulait pas utiliser de béquilles, mais je devais le prendre par les épaules et le soulever à moitié. Mais une fois les Globetrotters sur le terrain, alors là c'était comme une résurrection. Il n'était plus cet homme malade. Il était surexcité et je pense que personne n'a ri aussi longtemps dans le stade que Abe l'a fait ce jour-là. Le 15 mars 1966, Abe Saperstein mourut d'une crise cardiaque à Chicago, la ville dans laquelle son rêve avait pris forme pour la première fois. Tout joueur de basket qui gagne $1 million par an devrait se rendre sur sa tombe et lui donner la moitié de l'argent. Car c'est vraiment Saperstein qui a tout fait, vraiment tout. Quand on pense aux Harlem Globetrotters, on pense à leur talent, à leur joie de vivre, aux numéros, à leur grandeur. Et toujours en arrière-plan se tient un petit homme, pas plus d'1,60 m, un peu enveloppé, un peu bougon, mais avec le cœur et l'âme d'un Globetrotter. L'homme est mort, mais ses institutions subsistent. Durant la même saison, pour la première fois en presque 10 000 matchs, ils jouèrent devant un groupe de gamins à Harlem. C'était la première fois qu'ils jouaient à l'endroit qui avait donné leur nom. Une des raisons probables pour laquelle les enfants adoraient les Globetrotters, c'est que ces derniers étaient d'éternels enfants. Ils n'avaient pas d'âge, ils disaient des sottises, ils vous dupaient, ils riaient au nez des autorités, mais ils pratiquaient leur magie de tellement belle manière, on ne peut s'y identifier que si l'on est jeune dans son esprit. Les Globetrotters ont eu une place dans le cœur des Américains pendant plus de 60 ans. Mais ce sont les enfants handicapés qui ont bénéficié des dons de bienfaisance des Harlem Globetrotters. Une partie de leur planning consiste à aider les jeunes handicapés et les défavorisés au travers d'opérations de charité et de visites d'hôpitaux locaux. C'est quoi mon nom déjà? Goose. N'oublie pas ça maintenant. Ok. Goose comment? C'est quoi son nom de famille? Leur propre combat n'avait pas affaibli leur générosité. Cette équipe d'hommes noirs était les mieux placés pour comprendre les besoins et les aspirations des défavorisés. Souvent, on a joué contre des enfants handicapés dans leur chaise roulante et ils nous ont toujours battus. Ça me rendait heureux aussi de les voir gagner parce qu'on a été victorieux durant tellement d'années avec les Globetrotters. Ça me donne le temps de leur dire merci aux handicapés, aux artistes pour lesquels nous faisons beaucoup. Les enfants sclérosés également. Nous faisons plein de choses différentes et je pense que c'est ce qui a fait les Harlem Globetrotters par-delà les années. Le 6 décembre 1974, ils étaient reçus à la Maison-Blanche par le président Gerald Ford pour recevoir une distinction spéciale pour avoir donné à travers le monde beaucoup plus que du basketball, mais des cadeaux sans prix, de l'amour et des rires. À la fin des années 70 et au début des années 80, dans la plus pure tradition des Harlem Globetrotters, deux nouvelles stars émergèrent, Curly Neal et Giz Osby. Alors il a apporté un jeune homme du nom de Curly, et ce n'était plus seulement moi ici, mais c'était plutôt moi, Curly, puis moi. Reconnaissant aux Globetrotters une carrure universelle, les grandes marques de Madison Avenue rêvaient d'associer leurs produits avec l'image de la famille que donnaient les Globetrotters. Voici ce qu'ils ont fait. Bienvenue à bord du plus grand, du plus luxueux avion dans le ciel, le 747. À l'intérieur, vous pouvez bouger avec toute la liberté du monde.
de l'espace comme vous n'en avez jamais vu. Une pièce pour la tête, une pour les jambes, une pour les coudes. Le Boeing 747, c'est comme un hôtel luxueux. La prochaine fois que vous voyagez, volez en 747, vous aurez une balle Boeing, l'avion qui rassemble les gens. Yes, that was that cat, all right. Dans une tradition innovatrice, les Globetrotters brisèrent de nouvelles barrières dans le sport professionnel, en signant Lynette Woodard, la première joueuse féminine. J'étais très nerveuse le jour où la sélection fut faite. On est parti s'entraîner et juste après ça, on a dû s'aligner de manière à procéder à la sélection des finalistes. Et le sélectionneur annonça « Et maintenant, la première femme ». Il dit « de l'université du Kansas ». Et il appela mon nom, je ne l'avais pas entendu. Alors j'ai commencé à regarder autour de moi pour savoir qui venait du Kansas et j'ai réalisé que j'étais la seule. J'ai sauté en l'air et j'ai ressenti une joie incroyable. Elle était le capitaine de l'équipe américaine de basket qui remporta la médaille d'or aux Jeux Olympiques de 84. Elle était la première femme à affronter des athlètes masculins sur une base égale. Et cette femme pouvait jouer. En 1986, les Harlem Globetrotters furent rachetés par la compagnie IBC, International Broadcasting Company. Son président, Thomas Carlton Sr., reconnut clairement que tradition et innovation étaient la marque des Harlem Globetrotters et appuya pleinement l'intégration de Lynette dans l'équipe. Les équipes actuelles illustrent à la fois l'innovation et la tradition des Harlem Globetrotters. C'est dur de croire que 60 ans ont passé depuis que Abe Saperstein a créé l'équipe à Chicago. Et en 60 ans, quel répertoire de noms talentueux qui ont joué pour les Globetrotters. Comment pourrait-on oublier Goose Tatum, Sweetwater Clifton, Marcus Haynes, Middle Arc Lemon, Wilt Chamberlain, Curly Neal, Giz Osby, Alors que l'équipe actuelle commence son numéro du Cercle Magique, alors que se fait entendre la musique de Sweet Georgia Brown, et que l'excitation gagne la foule, l'on doit se rappeler d'un petit homme aux grands rêves. Des rêves qui se sont réalisés avec 5 athlètes noirs, le succès, la renommée, l'adoration, et par-dessus tout la procuration de rire et de joie de vivre qui les suivent tout au long de leur chemin. Et l'Amérique et le monde entier en furent les bénéficiaires. Merci de m'avoir rejoint dans cette histoire d'une institution américaine, de notre institution, bâtie sur un rêve qu'une troupe de gens très spéciaux était déterminée à transformer en réalité.
I didn't know the game had started. Yes, that was that cat, all right.